Bonjour, bienvenue à la première rencontre du festival de cette 51e édition. Et nous commençons par une très belle rencontre, en tout cas de beaux invités. Donc à ma gauche, Marianne Slot, productrice des films de Lars von Trier depuis 28 ans. Et à ma droite, Jean-Marc Barr, qui a joué dans 7 films de Lars von Trier. Je pense que c'est l'acteur qui a joué le plus dans les films de Lars von Trier. À ma droite aussi, Régine Vial, la distributrice des films du Losange, la meilleure société de distribution en France, en tout cas notre préférée. C'est une société qui a été créée par Eric Romer et Barbet Schroeder. Barbet Schroeder à qui nous avons rendu hommage, j'ai oublié de chercher l'année, en 2016. Et les films du Losange ressortent les films de Lars von Trier le 12 juillet. C'est grâce à Régine que nous avons ces belles copies restaurées des films de Lars von Trier. Et à droite de Régine, François Gédigier, qui est le monteur du film The Dancer in the Dark. The Dancer in the Dark, très beau film de Lars von Trier. La rencontre sera animée par David Ezan, journaliste à la revue La 7e Obsession. Le micro circulera dans la salle vers le milieu de la rencontre et je vous souhaite une très belle rencontre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici pour qu'on puisse s'entretenir autour du cinéma de Lars von Trier, qui est vraiment, à mon sens, l'un des grands génies du cinéma de ce début de siècle. Je pense que les invités ne me contrediront pas. On va commencer directement peut-être. D'abord, hormis François, vous avez tous débuté votre collaboration très tôt avec Lars von Trier. Et je pense que si on peut s'accorder peut-être quelque part sur un film qui vous a rassemblé prioritairement tous les trois, je dirais que c'est Breaking the Waves, donc qui est sorti en 1996 et qui marquait déjà un tournant vraiment très radical dans le cinéma de Lars von Trier, comme vous avez pu le voir dans le documentaire qui a précédé. Et donc je voulais d'abord vous poser une question assez ouverte. Qu'est-ce qui, à l'époque, qu'est-ce que vous avez vu peut-être dans ce film et dans ce cinéaste au point de vouloir le soutenir et l'accompagner, parfois même sur du très long terme, justement, dans son œuvre. Je vais vous passer le micro. Moi, j'ai été sur Europa et je ne sais pas quelles étaient les réactions quand Régine l'a vu et tout ça, mais à l'époque d'Europa, qui était à Cannes, qui a gagné prix technique et prix du jury, il y avait beaucoup de critiques sur Lars, que son cinéma était trop technique, qu'il n'y avait pas d'émotion. En tout cas, quand Lars m'a passé le scénario de Breaking the Waves, c'était un mélodrame incroyable. Et donc je pense que dans ce mouvement chez von Trier, il a pris cette critique au sérieux, mais aussi c'était le premier mouvement où, après la grande technicité d'Europa, tout d'un coup, il a été dans la décomposition de l'image avec caméra à l'épaule, un caméra très volatile. Donc Breaking the Waves, peut-être c'était aussi, oui, en train il y a un côté rébellion là-dedans. Et pour lui aussi, et je pense aussi que les premiers rôles avant dans la trilogie Europa sont masculins. Et là, c'était la première fois que Lars emploie comme premier rôle un personnage féminin. Et peut-être c'était aussi parce que c'était une possibilité, oui, de cacher derrière un personnage féminin pour se lâcher sur les émotions. Alors moi je me dis que pour ma part, moi je connaissais évidemment les films précédents de Lars von Trier et j'avais manifesté mon intérêt de travailler avec lui et sa société.
Et moi, je dis, c'est plutôt, j'ai eu la chance qu'ils sont venus me voir en me demandant de travailler avec eux et on ne dit pas non. Donc, ce n'était pas un choix de ma part, c'était vraiment une proposition impossible à refuser. Donc, c'était le début et on était allé voir Régine. Donc, notre collaboration date de là. Donc, on était tous les deux, évidemment, émerveillés par cette proposition de Lars qui est devenue le premier grand succès. Voilà. Il y a aussi, c'était aussi l'arrivée de Vibeke. J'ai pensé à ça ce matin. Oui. Parce qu'avant, Big Pink Asshole, Peter Olbeck. Oui. Était son producteur. Et là, Lars avait pris quelqu'un de nouveau et qui a un peu changé aussi sa direction, hein, je dirais, non? Voilà. Alors, je pense que ce qui est aussi... Moi, j'ai découvert Lars von Trier comme une cinéphile. Je suis allée voir Element of Crime. Et j'avoue que j'ai été complètement abasourdie, émerveillée, surprise, dérangée, interrogée. Et je me rappelle que le film était à Cannes et que Gilles Jacob, qui quand même a fait découvrir Lars von Trier, donc l'ancien directeur du Festival de Cannes, qui s'est beaucoup intéressé à Lars, qui a tout de suite vu dans Element of Crime qu'il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas ailleurs, qui allait toujours plus loin. Dans les présentations hier, ce que j'ai aimé dire, c'est que tous ces films sont différents, mais qu'à chaque fois, j'ai le sentiment qu'il n'y est jamais à 20%, à 50%, à 98%, mais toujours à 110% d'une espèce de vérité qui cherche tout le temps. Et que ça, c'est déjà la marque d'un grand artiste, déjà dans le premier film. Et je me souviens de l'attaché de presse d'Element of Crime qui m'avait dit, que Gilles Jacob lui avait dit, faites bien attention à ce cinéaste, parce que c'est un cinéaste qui ira très grand et très loin. Et bon, c'était pas évident toujours de le voir sur ce film-là, mais en tout cas, sur Element of Crime, c'était différent de tout ce qu'on voyait. Et donc, moi, j'ai vu le film, puis je ne l'ai pas distribué. C'était une société qui s'appelait de Claude-Éric Poiroux, qui est directeur de Europa Cinéma, qui a des cinémas à Angers, les 400 coups, cinéma d'art et essai. Et puis, il y a eu aussi Épidémique, il y a eu Europa, qui était aussi donc, produit par, curieusement et formidablement aussi, c'est bien qu'à cette époque-là, les circuits faisaient aussi des films à essai. C'était UGC, avec quelqu'un qui s'appelait Gérard Mittal, qui a coproduit. Et effectivement, Marianne est venue nous voir aux Losanges avec Breaking the Waves. Et je me souviens, que on a regardé le film, moi et Margaret Ménégoz, qui est la productrice des films du Losange. Et au bout d'un quart d'heure, on a fermé toutes les portes, on a débranché les téléphones et on n'a plus regardé que le film. Et on est sortis absolument ébranlés, époustouflés. Voilà. Et on l'a jamais, jusqu'avec Marianne, jusqu'à The House That Jack Built, on a toujours suivi et j'aime avec beaucoup de passion et d'engagement. Merci. Pour poursuivre, j'aurais envie de juxtaposer peut-être deux films, justement, donc Breaking the Waves et Dancer in the Dark, donc qui sont issus peu ou prou de la même période, et qui sont en fait aussi les plus grands succès de Lars von Trier en France en termes d'entrée. Mélancolia. Avec Mélancolia, effectivement. Mais j'avais peut-être une question à vous poser, c'est que compte tenu quand même du style, à cette époque en tout cas, de Lars von Trier, qui était vraiment très très inhabituel, qui était vraiment, c'est-à-dire avec une image très crue, des coupes au montage parfois très violentes, des sujets aussi qui étaient quand même parfois très très sombres. Qu'est-ce qui s'est passé en fait finalement? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce cinéaste devienne à ce point populaire aussi quelque part? Parce que c'était non seulement un grand cinéaste d'auteur, mais à cette époque en tout cas, il y a eu une vraie émulation en fait populaire autour de lui. Oui, donc pour qu'ils deviennent populaires, je pense que c'est les films qui font que ça touche les publics et que le public y va. Moi, ce que je peux dire, c'est que sur Breaking the Waves,
donc, il le dit dans le documentaire, tout d'un coup, il y a eu les acteurs qui sont arrivés, qui ont donné, qui ont improvisé, qui ont donné... Emily Watson a donné quelque chose d'elle d'incroyable. Enfin, pour l'avoir revue hier soir, elle est absolument bouleversante. Et je crois qu'il était aussi entouré, comme tu disais, par sa production. Mais moi, en tant que distributrice, ce que je peux dire, c'est que le film était, encore une fois, unique et différent. On l'a montré, il était dans les salles, et les gens étaient surpris, parfois dérangés par la caméra à l'épaule. Ça ne ressemblait à rien, c'était nouveau, c'était sans doute excessif, comme tous ces films, mais dans le bon terme, parce que ça proposait une histoire, des limites de l'amour, des limites des images, des choses où personne n'était allé encore. Et 600 000 personnes ont vu Breaking the Waves et l'ont accueilli, l'ont aimé, l'ont adoré. Et aujourd'hui, le film est sorti en 1996, il est là, et l'œuvre de Lars von Trier, j'espère qu'elle sera là, elle va perdurer très longtemps, puisque toutes ces années-là, on voit au-delà d'un film une œuvre. Et pour répondre simplement à votre question, évidemment, c'est des films qui ont eu des grands prix à Cannes. C'est un film qui a été, Breaking the Waves, et le grand prix du jury. Dancer in the Dark, la Palme d'Or et le prix d'interprétation féminine. Le premier, il a eu 3 prix d'interprétation féminine à Cannes. Bien sûr, ces prix-là ont aidé. Mais au fond du fond du fond, c'est le film qui a touché, c'est le film qui a travaillé, c'est cette force inouïe, cette puissance de création cinématographique, de nous raconter des histoires comme on ne nous les a jamais racontées, parce que c'est un très grand cinéaste et qu'à un moment, ça se voit. Je pense aussi pour Dancer in the Dark, l'idée de faire une comédie musicale tout d'un coup avec Björk, c'était quelque chose d'inattendu et vraiment une idée géniale parce que Björk à cette époque-là on parlait que d'elle et je pense que en termes commercial aussi, c'était une très très bonne idée. Oui, je veux juste rajouter que c'est vrai que avec les 2 films-là, il pose son regard ailleurs. Il est sur le personnage, il nous amène quelque part, où c'est difficile à regarder, c'est douloureux, mais ça nous parle vraiment. Alors que le film précédent, il était plus sur les visuels, les techniques, et là, c'est vraiment une proposition différente de cette manière. Non, moi, je pense aussi que si ça a eu du succès, c'est aussi parce que j'ai l'impression... moi, je m'en suis aperçu à la fin du montage de Dancer in the Dark que c'est vraiment c'est le cinéma des origines, quoi. Pour moi, c'est du cinéma ce sont des montagnes russes. Et qu'il est très très fort pour émouvoir le spectateur, l'émouvoir ou le violenter, mais que c'est ça qui l'intéresse, c'est un faiseur de spectacle. Donc quand ça marche formidablement bien. Tu avais combien d'heures de rush sur ce truc ? Voilà. Je m'occupais moi je suis très honoré d'être là et ça me fait très plaisir parce que Dancer in the Dark, ça a été très important pour moi et pour Lars aussi, je pense. Mais quand même, me mettre comme un collaborateur de Lars, oui, j'ai collaboré avec lui pendant 6 mois sur les scènes musicales qui étaient tournées avec 100 caméras. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait 100 caméras qui tournaient en même temps. Dans des positions complètement différentes qui sont prises à hasard. Et donc, c'était des petites caméras qui n'étaient pas des caméras amateurs, mais quasiment, c'était la meilleure qualité de petites caméras à l'époque. Et il avait fait fabriquer des objectifs anamorphiques, c'est-à-dire parce que le film était en scope. Chaque caméra avait son objectif anamorphique. Et à l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi, etc. Donc c'était des fils qui couraient dans la campagne. Par exemple, je ne sais pas si vous avez revu le film, mais par exemple la scène du train, il y avait 100 caméras sur le train pour un jour de tournage et un deuxième jour avec 70 caméras au sol. Donc en fait, et plus 3 caméras portées, 1 ou 2 caméras portées pour avoir des gros plans, mais qu'on ne pouvait pas beaucoup utiliser parce qu'en fait, le principe du truc était que c'était des plans fixes, en fait, des cadres fixes. Et donc pour une chanson de 6 minutes, pour une prise, déjà il y avait 10 heures de rush,
dans le cas du train, 17 heures de rush. Et pour voilà, donc voilà, il y avait énormément de matériel, mais après, au bout du compte, c'était un long travail pour arriver à un premier jet. C'était un long travail, mais après, c'était comme n'importe quel, c'était juste des scènes avec beaucoup de matériel. Mais au début, il y avait une espèce de mystique autour de ce truc des 100 caméras, comme si on était des mouches avec des yeux à facettes et qu'on allait voir tout. Puis très vite, en fait, au bout d'un moment, on s'est aperçu que non, c'était juste beaucoup de matériel, mais ça permettait aux acteurs de jouer les scènes en continu, d'interpréter les scènes en continu, et voilà. C'est vrai qu'on se rend bien compte là à quel point c'est aussi un cinéaste qui cherchait à repousser les limites aussi, et peut-être à plier aussi on va dire le langage du cinéma à ses désirs aussi, à lui. Et je voulais peut-être revenir notamment sur le dogme, cette fameuse esthétique du dogme, voilà, qui l'a rendu célèbre, et qui a été suivie ensuite par beaucoup d'autres films d'ailleurs. J'avais peut-être une question pour Jean-Marc, parce que je sais que vous avez réalisé en fait vous-même un film qui se revendique du dogme à l'époque. Et donc je voulais savoir, voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre les pas de Lars von Trier à ce moment-là, et de faire vous-même un film du dogme. Il faut dire que pour comprendre que ce mouvement d'Europa jusqu'à Breaking the Waves, quand tout d'un coup le caméra était sur l'épaule, je me souviens toujours du premier jour quand Jean-Paul Meurice, un grand cadreur français qui était sur Europa, mettait le trépied, et Lars a dit non, je veux que tu le mets sur ton épaule, et je veux juste que où tu sens, tu mets la caméra. Et pour Jean-Claude, là, c'était un terrain inconnu. Et il est même venu à mon hôtel la nuit même en me disant, écoute, mon syndicat ne vont pas accepter une image comme ça. Parce que le truc bougeait trop, et il était obligé de faire une belle image. Donc tout d'un coup, il y a la déconstruction avec Dancer in the Dark, avec justement le dogme. Et donc, si vous ne connaissez pas ce que c'est le dogme, c'est un exercice pour essayer d'éliminer l'artificialité dans le cinéma. Donc, pas de lumière artificielle, les costumes sont tels quels, les décors sont tels quels, pas la musique, s'il y a de la musique, elle doit être dans la scène. S'il y a, par exemple, un acteur qui doit se faire tirer dessus avec une balle, eh ben, ça doit être une vraie balle, et l'acteur doit le recevoir. Non, je sais, mais en tout cas, c'était dans cette idée que l'acte que tu es en train de filmer, tu essayes d'être dans une crédibilité, une légitimité crédible, pas du tout artificielle. Et nous, on a fait Lovers avec Élodie Bouchez, et on était dans les rues de Paris avec un petit caméra 900, et les gens nous prenaient pour des touristes, donc tout d'un coup, les figurants étaient gratuits, les décors étaient gratuits, personne nous embêtait, et on a fait du début de l'idée à la sortie du film 9 mois. Et donc tout d'un coup, il y avait une libération dans cette idée de tout d'un coup, on n'était pas obligé de faire quelque chose de parfait. Et tout d'un coup, on pouvait mettre notre vraie empreinte humaine sur ce qu'on était en train de faire. Et ce que je pense que Lars voulait faire plus que tout, c'était qu'on se rende compte que le dogme, il est dans notre cinéma d'aujourd'hui, à Hollywood, avec les images parfaites, avec des acteurs lisses, avec des histoires politiquement correctes, que tout d'un coup, c'est ça le dogme. Voilà. C'est ce que je pense qui est intéressant en parlant de dogme, c'est que quelque part, voilà, là, c'est arrivé à quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps, depuis toujours, parce que quand on regardait Épidémique, c'était quand même une proposition où il travaille sur plusieurs niveaux, entre la fiction et les documentaires. Et sur la partie documentaire, en fait, c'est déjà le dogme, quelque part, parce que à l'époque, c'était, voilà, il devait faire un grand film sur lequel il va travailler pendant plusieurs années. Il n'a pas pu le faire parce qu'il n'avait pas assez d'argent ou d'autres choses. Et du coup, le consultant de l'Institut du cinéma danois, il avait dit, c'est pas possible, un jeune homme avec
avec un tel talent, il ne peut pas être là sans travailler. Et donc, mais bon, il avait un manque d'argent. Et donc, Lars, il a dit, écoute, moi, je vais faire un film pour 1 million de couronnes danoises. C'est tout à fait possible. Donc, à l'époque, c'était plutôt de budget à 5 à 6 millions. Donc, Lars, il allait faire le film pour ce qui est équivalent aujourd'hui de 150 000 euros. Et donc, il a fait un film sur lequel, donc, il a joué lui-même, le scénariste, sa femme, les femmes du scénariste. Il a fait dans leurs appartements. Ils ont utilisé tous les moyens autour de lui. Voilà, donc il avait déjà lancé cette proposition-là, et je pense que pour Lars, tout au long, en fait, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, le but de tout ça, c'est de, comment dire, enlever tous les artifices et les choses qui font diversion à d'autres choses, pour vraiment qu'il nous amène toujours notre regard là où c'est important, là ça calcule, là où il y a quelque chose à raconter, une vraie vérité, qu'il cherche toujours aussi dans ces personnages, dans ces acteurs. C'est vraiment le but final. Je vais juste rajouter une chose qui est un peu à côté, mais les films du Losange, on a 60 ans cette année. Et comme a dit Sylvie, donc c'est une société qui a produit tous les films d'Éric Rohmer. Et Barbet Schroeder, en fait, a fait sans doute un des premiers films de la nouvelle vague française qui s'appelle Paris vu par. Et c'est vrai qu'en racontant l'histoire des films du Losange qu'on a un peu retracé, on était à l'origine certainement avec les cahiers du cinéma de la nouvelle vague française, avec les films de Rohmer où effectivement sur La collectionneuse, sur Paris vu par, il tournait dans la maison qui jouait, il mangeait dans la maison qui était le décor du film, ils y dormaient, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. L'argent n'était pas une contrainte. Puis en fait, dans les années 70, on a rencontré beaucoup la nouvelle vague allemande, avec Wenders, l'ami américain, tous ces films qui aussi ont changé le cinéma allemand. Et en écrivant l'histoire après, on a dit, et on a eu le dogme danois. Donc on s'est dit, c'est intéressant de voir que finalement, sans préméditation, mais par affinité de personne, je pense, d'amour du cinéma, en fait, ces trois mouvements se sont historiquement trouvés, quoi. Voilà. Je pense aussi une chose qu'il faut remarquer en disant tout cela, c'est que Lars, en tout cas pour moi, représentait peut-être une des bonnes choses que les Américains ils ont venues avec leur occupation de l'Europe, c'est que pour la première fois, de l'Europe venait un cinéma en langue anglaise pour un marché international. Comme Américains, en travaillant avec des Danois, des Islandais, des Français, des Allemands, pour la première fois, parce que ça n'existait pas avant, c'était juste pour les hautes classes qui parlaient français, par exemple en Russie. Là, tout d'un coup, tu avais des Européens qui parlaient un anglais très bien et qui pouvaient, avec cette possibilité de ne pas être dans leur propre pays domestique, dans un concept de cinéma européen, et bien tout d'un coup, ces univers de Breaking the Waves, de Dancer in the Dark, de Nymphomaniac, tout d'un coup, était une grande possibilité de présenter un produit comme vraie alternative à Hollywood. Et c'est là que je pense que Lars peut-être différencie de ça. Oui. Et Marianne, toi tu peux en parler, mais le fait que tous ces acteurs, ces immenses acteurs comme Nicole Kidman, acceptent, viennent tourner avec Lars, c'est incroyable, quoi. Oui, si, parlant des acteurs, c'est vrai que avec Lars, il y a d'abord, pour revenir avec Lars, dès qu'il y a une rencontre avec Lars, qui se passe vraiment, qu'il y a un échange, Lars, il a une très très grande fidélité. On le voit avec, nous sommes là tous les trois, ça fait presque 30 ans qu'on travaille avec lui, et c'est la même chose avec beaucoup de techniciens autour de lui, des producteurs et des acteurs. Et c'est vrai pour les acteurs, d'abord, Lars, il a quand même offert le plus grand rôle féminin du cinéma contemporain. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes de grands acteurs du monde entier. Après, il faut dire que quand finalement les propositions arrivent de la part de Lars vers des acteurs, des actrices qui se sont manifestés leur intérêt de travailler avec lui, il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont eu le courage, finalement, quand ils ont proposé le projet. Il y a Helena Bonham Carter qui devait jouer Bess. C'était son agent américain qui a dit « Tu ne vas pas faire ce film parce qu'il y a trop de nudité ».
Elle a loupé ce rôle-là. Et une chose qui est vraiment que je voudrais partager, c'est parce que tous ces grands acteurs, justement, moi j'ai un peu suivi après Europa, Breaking the Wave, Dancer in the Dark. On arrive sur Dogville. Et là tu avais Lauren Bacall, Ben Gazzara, Lily Anderson, Nicole Kidman, le grand... Paul Bettany. Paul Bettany et James Caan, des superstars. Hein. Et il n'y a pas de décor. Et moi, je suis arrivé, je joue un gangster qui arrive au début et j'arrive à la fin. Donc, j'arrive en Suède et ils sont devant l'Ars, ils sont payés tous minimum syndical, ils sont très contents d'être là avec cet artiste. Et je reviens 6 semaines plus tard, et bon, ils l'adorent, mais il faut savoir qu'il a fait jouer de la figuration à Lauren Bacall, il devait qu'elle se mette à 25 mètres de la caméra, parce qu'on la voyait dans la maison, même si ce n'était pas très important. Donc il a demandé à ces grands acteurs de faire de la figure. Et ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé génial. Oui. Oui, après, il faut quand même rajouter que c'était quand même une grande expérience de cinéma pour tout le monde de faire ce film-là. Oui. Et c'est vrai mais je connais les acteurs. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Moi, je veux bien répondre juste pour raconter un petit peu sur Dogville, parce que c'est intéressant avec Lars. C'est comme toujours, c'est un grand explorateur du cinéma et qui se réinvente continuellement. Et c'est vrai qu'avec Dogville, c'était très drôle parce que du côté production, on avait les mêmes réactions en disant on arrive avec les scénarios de Dogville, tout le monde était ravi. Ça va être un film qui va faire un énorme succès mondial. Il avait tous les ingrédients pour. Et on arrivait d'ailleurs en disant il a juste une petite chose, c'est que ça se passe sur une scène tressée en craie. Il a rien autour. Voilà. En tout cas, une chose que les gens ne comprennent pas de l'art, surtout ces Américains quand ils sont arrivés, c'est qu'ils étaient dans une adoration et ils n'ont pas compris que si tu regardes bien les films de Lars, 80% du film, tu es en train de sourire quand même, par un sens d'humour très humaine. Et c'est une chose que les gens ils se permettent pas de voir parce qu'ils croient que c'est sérieux, il faut que je regarde ça sérieusement. Le cinéma de Lars est noir, mais tu souris, c'est humain. Parce qu'il y a une vraie réflexion là-dessus. Et je pense que je voulais partager ça parce que même le dernier, The House That Jack Built, c'est encore plus. Là, on est en train d'aborder un serial killer et on est en train de rire. Et on se regarde rire assez, on se demande pourquoi, et tout d'un coup, on est sur notre époque. Alors, il y a beaucoup de choses là dans ce que vous avez dit. Alors, c'est vrai qu'il y a cette question effectivement de faire des films, des coproductions internationales, c'est-à-dire vraiment des films effectivement qui regroupent des interlocuteurs de tous les pays, enfin pas tous les pays, mais beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a tout un mythe qui s'est construit, notamment autour de sa société de production, Zanthropa. Je voulais savoir si certains d'entre vous y étaient allés déjà. Et comment ça se passait là-bas? Moi, j'étais assez impressionné venant de France et plutôt du film d'auteur français qui est enfin assez normé sur la production quand même, qui a ses circuits, bien que quand même Zentropa vienne en France aussi, avec Marianne aussi en France, c'est aussi prend aussi les mêmes circuits, je veux dire Arte ou le CNC, etc. Mais j'ai été impressionné par le fait qu'il s'était construit un monde. Donc les studios sont sur c'est toujours comme ça, je ne sais pas, sur une ancienne base militaire. Et il s'est construit un monde où il n'a pas besoin d'aller ailleurs qu'entre sa maison et le studio. Et la seule fois où on est sorti, c'est-à-dire quand j'ai rencontré, il n'allait pas ni au restaurant, ni au cinéma en ville. Et la seule fois où on est sorti du studio pour déjeuner, on est allé dans un fast-food sur une bretelle d'autoroute, pas loin. Mais
il s'est construit une bulle comme ça, mais en même temps avec un studio qui produisait à l'époque de l'animation, même du porno, puisque après Dancer in the Dark, dans le décor de la prison, ils avaient tout repeint en rose et ils avaient fait un porno gay. Et donc, qui avait aussi sur ce site, il y avait aussi la production de Feston, de Thomas Winterberg. Donc il y avait vraiment une ébullition, il y avait une chose assez, pour moi, assez impressionnante, quoi. Ça ressemblait à un vrai studio. Pas à l'américaine, mais à la danoise, quoi. Oui, en fait, c'est très intéressant, je trouve, comme question, parce que c'est vrai qu'à l'époque, Lars, il avait, à partir des Europa, donc il s'est mis en collaboration avec Peter Houellebecq, et donc ils ont créé Saint-Tropez ensemble, et c'est vrai ils sont vraiment construits un sort de mini-studio danois, et souvent, on ne parle pas tellement de ça, mais c'est vrai, Lars, il a quand même, avec Peter, il a été très importante pour tout le nouveau cinéma danois qui s'est quand même fait naître à cette époque-là, avec beaucoup de réalisateurs qui ensuite ont pu vraiment faire des carrières internationales vraiment impressionnantes. Donc Lars, il était derrière de tout ça. Donc c'était quand même le succès des films de Lars, la notoriété de Lars et tout ça qui leur a permis aussi de créer ces sortes d'endroits de travail et d'exploration avec toutes les jeunes. Et je veux juste revenir encore une fois, parce que je pense que c'est important de le dire par rapport au dogme. Avec les dogmes, donc il y a tout le mouvement qui vient avant, etc. Et on faisait à l'époque, où Lars a fait le dogme aussi, on faisait des films low budget avec des petits moyens, etc. Mais Lars, c'est ce qu'il a fait avec sa charisme et son notoriété, c'est qu'il a quand même mis un marque. Voilà, il a proposé une sorte de charte, une marque qui a permis quand même à beaucoup de jeunes cinéastes un peu dans le monde entier de proposer des choses qui ne devaient pas forcément être des films faits avec des gros moyens, mais où il a vraiment dit vous pouvez faire des films avec vos talents et pas avec l'argent. Donc ça, c'est quelque chose on doit quand même à Lars qui est important. D'ailleurs, la même année que Les Idiots, il y avait Festen à Cannes. Voilà, et c'est important. Puis moi, je trouve aussi que cette idée de ce studio, cette force d'être à la fois producteur et réalisateur, je trouve que ça donne évidemment les racines pour pouvoir créer. Et c'est vrai qu'on le voit dans le documentaire, il se réfère beaucoup à Dreyer, à Tarkovsky, à Bergman, mais il dit qu'il a amené au cinéma danois un cinéma d'auteur fort, quoi. Et il y avait son cinéma, il y a eu Thomas Winterberg, il y a eu beaucoup d'autres réalisateurs. Fassbinder était très important pour lui. Oui, Fassbinder. Et par exemple, je pense à Lone Scherfig, à beaucoup de jeunes réalisatrices et réalisateurs qui ont tourné à Saint-Tropez. Et ça a donné beaucoup de force au cinéma danois. Ça l'a tiré beaucoup. Et au cinéma européen, pour le coup. Parce que je pense que Lars von Trier a donné aussi à cette question de l'identité d'un cinéma européen fort. Je pense qu'il est une très très grande figure, très puissante, artistiquement parlant et aussi en production de ce que doit être le cinéma européen. Parlant de ça, moi, je vais bien rajouter aussi l'aspect production qui est quand même très important, parce que Breaking Away, c'était un peu le premier film qui était un grand coproduction européen. Et c'était un peu à l'époque où on faisait ce qu'on appelle the Euro puddings, qui consistait à se dire qu'on essaie de trouver un peu d'argent un peu partout, qui était parce qu'on avait des ambitions artistiques qui faisaient qu'on avait besoin de plus d'argent pour Breaking Away, on avait besoin de plus d'argent, et c'était pas possible de le financer à l'intérieur de Danemark. Et donc à l'époque, il y avait les financements des institutions différentes, des différents
différents pays et toute la réglementation était une bordel parce que rien, ça collait pas, toutes les réglementations ne collaient pas ensemble, donc il fallait chercher un acteur par là, un technicien par là, etc. Et ça faisait souvent des films assez problématiques parce que c'était des impositions auprès du réalisateur qui n'avaient rien à voir avec les ambitions artistiques qu'il avait pour le film. Là, il faut dire qu'encore, là, Lars, c'est la grand maître du cinéma et de son art parce que lui, il adore les règles, il adore qu'on l'impose des choses, il les prend comme des défis et il en fait de son avantage. Donc Lars, il a pu en fait, avec tout ce qu'on a dû lui imposer, en faire sa force avec la sélection de gens et des acteurs, des techniciens autour de lui, qui fait quand même la richesse aussi du cinéma européen aujourd'hui, parce qu'évidemment, ça a beaucoup évolué depuis. Donc maintenant, les réglementations, ça s'est adapté un peu plus pour qu'on puisse respecter les désirs artistiques et les demandes artistiques des projets. Mais encore une fois, ça veut dire Lars, c'est quelqu'un qui dépasse tout défi chaque fois sur la production, que ce soit en question des choix des personnes, de l'argent, etc. Il les surpasse sur tous ses films depuis les débuts. Et c'est vrai que là tout ce qu'on dit, quelque part, on peut avoir aussi une image de lui comme quelqu'un de très sûr de lui et de son art, mais finalement, j'ai pas l'impression que c'est toujours le cas, parce que j'avais entendu une anecdote sur Breaking the Waves, notamment, où à l'époque, finalement, il avait pas été à Cannes pour présenter le film, il avait fait demi-tour, aussi, je crois, par angoisse, quelque part, de le présenter. Et je me demandais comment est-ce que lui il appréhende aussi ses films, à quel point est-ce qu'il remet en question aussi sa manière de faire du cinéma au fil du temps, et à quel point il doute peut-être. C'est un showman, hein. C'est un showman, là. Pour moi, c'est un showman. Depuis que je le connais, oui, c'est un showman. Il aime quand il a gagné Europa, je ne sais pas si tu étais là, mais après qu'il a gagné le prix du technique pour la deuxième fois, parce qu'il avait gagné pour Element of Crime. Et c'est marrant parce que j'ai vu Chinatown la semaine dernière. En tout cas, Polanski était le président du jury à cette époque-là. Et après qu'il a gagné le prix du jury et le prix du technique, devant la presse, il a dit « J'aimerais remercier le nain et le jury pour ce prix du jury », et il l'a envoyé dans la mer. C'est un showman. Non ? Absolument, il sait très bien faire attirer l'attention vers lui, mais il est, comme il dit lui-même, c'est un provocateur. Voilà. C'est un provocateur, mais ses provocations ne sont pas gratuites. Ça veut dire sa provocation, c'est vraiment basé sur le fait qu'il souhaite qu'on regarde, c'est ce qu'il fait, et qu'on entend, c'est ce qu'il dit. Ça veut dire, c'est vrai que le cinéma de l'art, c'est pas un cinéma qui est là pour plaire, c'est pas agréable. On est entertained, il nous amène quelque part, mais chaque fois, il nous amène quand même face à des choses extrêmement difficiles à regarder, extrêmement douloureuses à voir. Et c'est sa manière de opérer. Et je pense que, comme on disait tout à l'heure, il est fait pour qu'on entende ce qu'il raconte, parce que c'est quand même quelqu'un qui est ancré dans le monde, qui est ancré dans son époque, qui a un regard lucide sur le monde d'aujourd'hui, et qui n'est pas hypocrite. Et donc c'est excellent, et je le salue pour ça. Après, c'est vrai que ce que vous disiez par exemple sur les voyages, c'est quelqu'un qui voyage très peu. Donc effectivement, pour Breaking the Waves, il vient d'abord à Cannes avec son assistant dans un véhicule, un van, parce que donc c'est quelqu'un qui voyage pas en avion, qui a des peurs terribles, je crois, qui sont tout à fait fortes et réelles, et depuis toujours. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup
très, très habité, très mal par rapport à toutes ces peurs. Donc ça, c'est vrai. Donc c'est quelqu'un, par exemple, je crois qu'il est venu en France quand il était plus jeune pour ses productions, notamment avec Arte. Il avait rencontré, il parlait beaucoup de ses films. Puis après, on l'a vu, moi je ne l'ai pas beaucoup vu à Paris. Quand on veut le voir, il fallait aller à Copenhague. Les journalistes allaient à Copenhague pour le rencontrer et c'était très bien. Moi, j'ai un peu vécu la même chose différemment, évidemment, dans beaucoup plus de discrétion avec Rohmer, qui était quelqu'un qui ne voyageait jamais, qui n'est jamais allé à Cannes. Donc ça pouvait exister. Quand je le dis aujourd'hui, les gens me regardent, ils sont hallucinés. On peut ne pas aller à Cannes. Oui, n'allez pas à Cannes. Et Lars, donc sur Breaking the Waves, n'est pas venu à Cannes. Sur d'autres fois, il y est allé, notamment après sur Dancer in the Dark, sur d'autres films. Mais ça a été c'était terrible. Je crois que c'était une grande... Évidemment, Breaking the Waves, il a fait demi-tour et toute l'équipe était extrêmement déçue. Et l'accueil était absolument extraordinaire à Cannes. Quand les gens ont découvert Breaking the Waves, il y avait une émotion très très forte. Et Vibeke et Marianne, c'était l'époque des premiers téléphones portables. Et je me souviens de cette image très émouvante où le public, toute la salle était debout et ils l'ont appelé pour lui faire écouter. Mais il a essayé de venir et il a retourné. Et il y a une journaliste française, Christine Masson, qui a emmené toute son équipe et ils sont allés le retrouver il n'était même pas à Copenhague, il était, je crois, au nord de Copenhague. Ils ont quitté Cannes et ils sont allés l'interviewer sur le film. C'était beau quand même. Moi, je viens de rajouter qu'en fait, il faut Lars, c'est peut-être vous l'avez entendu, vous l'avez lu déjà. Lars, c'est quelqu'un qui avait grandi sans encadrement parental. C'est quelqu'un qui a vraiment grandi sans règles dans la maison. C'était lui-même d'instituer des règles autour de lui. C'est ce qui reflète beaucoup aujourd'hui. Pourquoi peut-être partout tout ce qu'il fait, il demande d'avoir des règles, de contraintes, etc. Mais c'est-à-dire, et ça, évidemment, c'est quelque chose qui peut engendrer vraiment une grande angoisse pour une personne. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a suivi toute sa vie, cette angoisse-là, et qui s'explique aussi par sa question de contrôle. Il a très très peur de perdre le contrôle, être dans un moment de ne pas pouvoir être en contrôle. Et donc le train, les avions, les endroits où il ne peut plus se contrôler, il est enfermé, c'est extrêmement difficile pour elle. Donc cette partie-là, cette angoisse, c'est vraiment réel. Ça, il n'a pas de question. Après, comme toujours avec l'art, c'est quelqu'un qui fait de tout ça ses forces et il les prend comme un défi. Merci. Et je voulais savoir aussi peut-être, est-ce qu'avec vous, dans le travail, est-ce qu'il a transgressé aussi justement certaines règles, certaines habitudes justement de travail dans le cinéma, alors que ce soit avec les acteurs, dans la production, dans la distribution, dans le montage? Voilà, est-ce que vous avez des anecdotes peut-être sur sa manière de travailler et à quel point elle est différente vraiment des autres en fait, des autres cinéastes avec lesquels vous avez travaillé? Je dirais que c'est un des rares qui commence à 8h et qui finit à 5h. C'est-à-dire que c'est régulé et puis tout est très humain quand tu tournes en Scandinavie. Personne ne s'énerve trop. Lars, en tout cas depuis Europa, il me dit des choses horribles quand on joue, mais par joke, en rigolant. Il me dit peut-être un peu plus, un peu moins, mais des fois, il me dit c'est tout ce que tu vas me donner aujourd'hui, ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment dans le fun. Et il a toujours été comme ça. Quand j'ai fait... Parce que la dernière fois que j'ai travaillé avec lui, c'était Nymphomaniac. Et là, je devais me déshabiller, enlever mes pantalons, être attaché à une chaise et avoir une érection. Et je ne pouvais pas. Et j'arrivais pas. C'est-à-dire, il y a 15 personnes autour, la caméra elle est juste là.
Et Lars venait, il jouait avec, et tout le monde rigolait. Donc tout d'un coup, on est dans une ambiance vraiment humaine, pas du tout complexée. Non, mais c'est un privilège, ça. Ben non, vraiment, c'est un privilège. Dans le monde compliqué qu'on nous présente aujourd'hui, c'est un privilège. En tout cas, moi, ce que je peux dire en distribution, c'est que je travaille avec... Chaque metteur en scène est différent. Et ce que j'aime beaucoup avec Lars von Trier et sa production, c'est qu'en fait, il donne les films au distributeur. C'est-à-dire que la production fabrique le film, le distributeur, je suis là, moi, pour faire vivre le film en France. Et ce que j'aime beaucoup avec les films de Lars, c'est qu'en fait, il fait confiance, il donne. Et je travaille avec des metteurs en scène aussi, je ne citerai pas, mais d'autres très grands metteurs en scène qui se considèrent vraiment comme le propriétaire de l'œuvre et contrôlent tout. Si je mets une photo, elle doit exactement avoir le cadre qu'il y a dans l'image, ce que je comprends et ce que je fais, même sur les films de Lars, mais qui regarde. Et Lars, pas du tout. Lars, il donne et après, il fait autre chose et il fait confiance et on le tient au courant. Mais je trouve qu'au fil du temps, dans les moments heureux et dans les moments plus difficiles, il fait confiance et il donne le film. Et ce don-là, pour moi, c'est une responsabilité pour essayer de faire bien. Quelle est ma responsabilité? C'est de faire partager le film, le faire aimer et comprendre et au plus grand nombre et au fil du temps. Et cette chose-là, il a, je dirais, il a confiance. Je ne dirais pas qu'il est détaché, je dirais qu'il a confiance. Et ça, c'est bien. Ça permet à toutes mes équipes, tout le monde, de travailler avec bonheur sur ces films. Et humour aussi, curieusement. Parce que les sujets sont parfois difficiles et on a passé par des moments plus difficiles sur certains films. Mais à chaque fois, il y a eu cette confiance. Oui, je rajouterais évidemment par rapport à ce que dit Régine, c'est que, encore une fois, je le disais tout à l'heure aussi, mais avec Lars, c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle, et pour que ce soit pour les acteurs ou pour les autres, les techniciens, les gens autour de lui, du moment que voilà qu'il y a une relation, qu'il fait confiance, voilà qu'il a confiance, il laisse une énorme liberté à tout le monde de l'accompagner, et il est très ouvert à l'écoute de ces personnes-là, donc il fait confiance. De ce qu'il dit. Après, comme exemple, par exemple aussi par rapport à cette question de donner son œuvre et de passer à d'autres choses, Lars, il fait quelque chose, il passe à d'autres choses. Il va jamais en arrière, il va toujours en avant. Et par exemple, juste comme un exemple sur des films comme voilà, Nymphomaniac qu'on parlait, évidemment c'est un film qui était compliqué à financer parce que ces films, c'est des institutions publiques, c'est des télévisions, etc., avec bien évidemment voilà, des réglementations très précises sur la question de la sexualité. Et donc l'accord avec Lars sur celui-là, comme sur par exemple Antichrist aussi, sur d'autres films, il a dit ok, voilà, je fais, c'est ce qu'il faut pour qu'on puisse respecter, c'est ce qu'on nous demande d'eux, mais je demande j'aurai le droit de faire ma version. Voilà, je fais ma version et après, vous pouvez altérer cette version-là pour obtenir, de respecter les règles. Et donc, voilà, il fait ça, il donne et il fait confiance aux autres. Donc, pour lui, c'est vraiment important qu'il peut aller aussi loin que possible dans l'exploration de c'est ce qu'il fait, voilà, et après il laisse le reste d'autres. Donc c'est assez exceptionnel, je dirais, avec mon expérience personnelle de 30 ans, avec beaucoup d'autres réalisateurs, Lars, il est vraiment une très grande facilité à travailler avec, voilà, parce qu'il est très 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 précis dans ce qui est son œuvre et où il va aller. C'est vrai qu'on parlait donc justement là de ces derniers films qui quelque part se sont aussi radicalisés peut-être de plus en plus dans les thèmes, mais aussi effectivement dans la représentation de la violence, du sexe.
des choses qui ont pu justement susciter des réactions de rejet en fait aussi chez certaines personnes, parce que quelque part c'est un cinéaste qui montre des choses que beaucoup ne voudraient pas voir ou se refusent à voir. Et je me demande, voilà, quelle est votre expérience aussi à vous par rapport à ce rejet-là que ces films ont pu susciter, et voilà, face à quelles difficultés ça a pu vous mettre. Ça fait partie du business. Je dois dire, forcément, c'est plus facile d'être d'avoir la Palme d'Or que d'être dans Antéchrist, bien qu'on ait eu le prix d'interprétation sur Charlotte Gainsbourg, mais dans l'exploitation du film, c'est évidemment plus difficile. Alors, c'est plus difficile, mais ça demande... Alors, d'abord, je dois dire que le fait qu'il y ait cette fidélité, ça permet d'affronter les choses plus difficiles qui se sont, en France, tout à fait manifestées par rapport à une association qui nous a beaucoup posé de problèmes, qui s'appelait Promouvoir, qui est une association d'extrême droite, qui a beaucoup contesté la commission de classification qui avait mis des interdictions au film, ce que nous, on acceptait bien volontiers, mais qui demandait l'interdiction de diffusion du film. Le fait d'être ensemble avec Marianne, en coproductrice du film de Lars en France, d'être toutes les deux, je pense que ça a permis aussi de vivre ces moments avec force, avec, d'affronter les difficultés, parce qu'on a eu plusieurs soucis sur Antéchrist, d'interdiction de diffusion du film. Là, d'ailleurs, on vient de repasser le visa pour pouvoir l'exploiter pour la ressortie. Donc, il y a eu un acharnement. Là, il y a eu la même chose sur Nymphomaniac 1 et 2. Le 2 est interdit aux moins de 18 ans. Donc, à chaque fois, la commission de classification au CNC donnait une interdiction qui était haute, au moins de 16 ans, ce qu'on comprend bien évidemment. Mais on a été ensuite interdit de diffusion par cette association qui s'appelait Promouvoir. Donc on est allé plusieurs fois au tribunal, et c'est vrai que c'est des films qui sont difficiles à porter dans ce qu'ils sont par rapport au public, par rapport aux salles de cinéma aussi, parfois, qui ont du mal. Je pense par exemple, il y a des circuits qui ne prennent aujourd'hui pas du tout les films qui sont interdits aux moins de 16 ans, même si ce sont des films d'auteur. Il faut accepter ça, parce qu'on croit à ce cinéma, on croit que ces films et cette parole-là est importante, et que le travail de l'art c'est important, et qu'on est là pour l'accompagner le plus fièrement et le plus fidèlement que l'on peut, et d'affronter les difficultés. Je crois que ce qu'on a fait ensemble, je dis le mot ensemble, parce que seul c'est certainement plus difficile. Absolument. Voilà, moi je veux bien rajouter à ce que tu dis, Régine, que en fait, je pense que le plus grand regret, c'est un peu que, comme on disait tout à l'heure, l'art c'est un provocateur, mais c'est sa manière de travailler, d'agir et de nous faire regarder. Mais voilà, le regret dans tout ça, c'est souvent, et certainement les dernières années, la presse, un peu l'opinion publique, est plutôt restée sur la question un peu de surface, de la provocation, de choses faciles à rejeter, et je trouve qu'on n'a pas eu assez de soutien par ailleurs pour dire mais regardez un peu plus loin que ça, regardez c'est ce qu'il est en train de vous raconter, regardez c'est ce qu'il est en train de faire. Évidemment, c'est des choses, encore une fois, compliquées et difficiles, et ces points de vue sont ce qu'ils nous proposent, et on n'a peut-être pas envie de parler, on n'a peut-être pas envie de le voir, et on a le choix de ne pas le faire, mais c'est intéressant de faire ce choix-là, aussi de le faire, mais
pour ça, nous, voilà, dans ce travail qu'on a eu les dernières années sur le film de Lars, qui, comme Régine disait, était quand même difficile et un peu douloureux, voilà, on aurait bien aimé avoir plus de soutien de l'opinion publique et de la presse, surtout pour dire, voilà, aller ailleurs dans l'œuvre de Lars. Et moi, je dois saluer mon cher ami Régine là sur scène, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de distributeurs qui font le travail comme Régine. Et donc là, la rétrospective de films de Lars, ça permet peut-être, je l'espère, voilà, que maintenant il y a, on passe un peu sur toutes ces questions de provocation facile ou de headlines faciles dans la presse, et qu'on parle vraiment de films, et que peut-être on aura le soutien de jeunes publics. On voit dans les salles déjà, on a présenté beaucoup de films, et il y a beaucoup de jeunes dans les salles, et ça nous réjouit énormément, parce que je pense que voilà, la jeune génération qui sont de possibilité là de découvrir l'œuvre de l'art, c'est extrêmement formidable. Donc merci Régine. Je pense que aussi aujourd'hui, on a plus le sentiment d'une œuvre, donc on ne juge plus un film après l'autre. Par exemple, je repensais à Antéchrist, parce que je dois le présenter ce soir, et je me disais que c'est un film sur le corps, c'est-à-dire sur il y a quelquefois, donc le film raconte une grande souffrance d'un couple qui perd son enfant, et en fait il se déchire, et c'est le corps qui se déchire, et il déchire les corps, et la souffrance intérieure est tellement grande que les corps se déchirent. Il filme ça, et je pense qu'aujourd'hui chaque film trouve sa place dans l'œuvre de Lars von Trier. Il y a sans doute d'autres choses, Marianne vous le dira, mais je trouve que on le voit on a la possibilité, par cette rétrospective, il va y avoir aussi un coffret Blu-ray qui va sortir à la fin de l'année chez Potemkin. Je remercie aussi beaucoup Arte, qui nous accompagne beaucoup dans tout le travail de Lars. Donc il y aura aussi une présence de Lars von Trier très forte sur Arte, à la suite de ça sur arte.tv, mais aussi à la télévision, sur la chaîne. Et je pense qu'on ne peut pas être bouleversé par Mélancolia comme le public l'a été. Dancer in the Dark, ça fait 1 million d'entrées, les gens pleuraient, Breaking the Waves. Et tout d'un coup, cette même personne fait Antéchrist. Et oui, c'est plus sombre, c'est plus dur, c'est plus difficile, c'est plus dérangeant. Mais ça fait partie d'une œuvre, ça fait partie de quelqu'un qui crée un univers qui est le sien. Et cet univers, je dois l'explorer partout, pour tout ce qu'il est. Je travaille aussi, Marianne le sait, on produit Michael Haneke. Il nous a donné Le Ruban Blanc, il nous a donné Amour, il nous a aussi apporté Funny Games. Et chaque film, on doit essayer de l'entendre, de l'aimer, de l'accepter, parce qu'il fait partie du chemin artistique de quelqu'un. Et en tout cas, pour moi, distributrice, je suis là pour servir ce chemin artistique. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est peut-être de se dire que cette œuvre passera le temps, parce que ces films sont si forts, peut-être qu'ils ont dérangé, promouvoir des spectateurs, et je l'entends, et à raison parfois ils ont dérangé. Je comprends ce dérangement, mais l'œuvre, elle traverse le temps. Hier après-midi, j'ai pas réussi à partir de Mélancolia ni de Breaking the Waves hier soir, tellement je me sentais chez moi d'abord, dans quelque chose d'heureux que j'avais vécu, que je retrouvais, et aussi parce que c'est immense à regarder, quoi. Voilà. Merci. Alors, on va peut-être prendre quelques questions du public. Comme on parle depuis 1 heure déjà. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ? Ouais, il y a une question là. Alors, merci. J'ai une question pour Monsieur Barr. Je sais que vous en avez fait 6 autres avec Lars von Trier, et puis bien sûr avec plein d'autres réalisateurs, vous en avez réalisé vous-même, mais j'ai un petit chouchou dans la filmographie de Lars von Trier, c'est Europa. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos souvenirs de Europa, peut-être le meilleur, le pire ? Alors c'était je dirais le tournage le plus agréable que j'ai jamais fait. C'était pas l'aventure du Grand Bleu. Je venais de finir un tournage en Pologne, et c'était encore l'époque communiste,
un truc qui s'appelait le brasier, qui était très dur, très noir, très physique. Et là, tout d'un coup, c'était Copenhague, début d'été, dans les studios de Carl Dreyer. Vraiment, j'avais l'impression qu'on travaillait dans une garage. Mais c'était très simple, les gens super gentils. On avait le chef-op qui avait fait les 5 derniers films de Carl Dreyer et la possibilité de tourner en noir et blanc avec ces épaisses lumières, avec une pellicule pas très sensible. La découverte de Eddie Constantine, parce que 10 ans auparavant, j'étais à UCLA et puis je me suis trompé d'immeuble et tout d'un coup je rentre dans une pièce et c'était Alphaville de Godard. Et j'avais vu 2 ou 3 choses que je sais d'elle qui m'avaient changé la vie. Pour un Californien, c'est énorme parce qu'on n'a pas ce genre de cinéma. Et tout d'un coup, je découvre Alphaville, je m'assois, et là, il y a Eddie Constantine. Et 10 ans plus tard, je suis en train de faire un film en noir et blanc avec Eddie Constantine. Pour moi, c'était quelque chose d'assez signifiant. Pour moi aussi, c'était intéressant. Je me souviens quand on s'est rencontré avec Lars à Tivoli pour voir si ça allait marcher. Il m'a dit, écoute, ce film avec les dauphins, j'ai rien compris là. Mais je trouve que tu es intéressant pour ce rôle parce que tu es vraiment moitié européen, moitié américain. Là, c'est vraiment parfait pour ce que je veux. Et donc, c'était une joie. Je ne sais pas comment le dire autrement. Chaque jour était une joie. Je me souviendrai d'une leçon sur le cinéma que je garde encore aujourd'hui. Donc on arrive, on est en train de faire les répétitions avec Barbara Sukowa, grande actrice allemande, et on découvrait l'humour de Lars. Et Lars, parce qu'elle devait jouer un Werwolf, un partisan allemand après la guerre, et Lars essayait de trouver un peu d'humour, et ça énervait Barbara qui devait jouer un nazi et qui le prenait très au sérieux. Et je ne vais pas faire ça. Vraiment, elle s'est énervée, elle est partie. Et tu vois, une petite crise et tout ça. Et puis Gérard Mittal, justement, organise un dîner avec moi, Eddie, Barbara. Et puis donc on est là et finalement on arrive au sujet. Et elle a dit, je ne comprends pas ce type, il est en train de faire des jokes sur Hitler et je ne comprends rien du tout là. Et Eddie, il dit, Barbara, moi je le fais en anglais d'abord parce que c'est mieux. Barbara, did you sign the contract? Elle dit, yes, take the money and run. Et pour moi, j'ai tout compris dans cette petite... Parce que en plus elle est là. Oh, ok, voilà. Et elle était parfaite après. Et vraiment, tout était fait dans cette joie aussi qu'on faisait de l'humour justement sur la fin de la guerre avec tout ce qui s'est passé et que quand même là, mon personnage est en train de faire un lit pendant que le train va exploser en 2 minutes. L'absurdité de tout ça, pour moi, en tout cas, je sais que si j'ai un truc où j'ai participé vraiment dans le cinéma mondial. Le Grand Bleu, ça compte, mais pour moi, Europa est une vraie proposition cinématographique. Et j'étais tellement fier de faire partie de ça. Et aussi, je pense que l'art, parce que moi, je ne prends pas ce métier trop au sérieux. Hein. Vraiment, je suis un clown, je le sais, et puis je me réjouis de ça. Et Lars, il a vu ça, je ne me prenais pas au sérieux. Et donc, on a appris à rire ensemble. Et j'étais fait pour son cinéma. Donc, il m'a pris pour Breaking the Waves et des choses comme ça. Mais c'est surtout que le cinéma doit être une aventure humaine. Le Grand Bleu, c'était une aventure humaine. Mais je dirais quasiment... Je n'ai pas autant participé, mais Lars propose ce que propose... les comédiens dans la pièce de Hamlet, qui va faire déranger le roi. Il te met en face de quelque chose où tu ne peux
pas tourner la tête, parce que ça appartient à toi. Et normalement, hein, je suis américain, on a emmené le divertissement, et là maintenant on n'a que du divertissement. On ne peut pas te faire penser. Et Lars, c'est quelqu'un qui quand même garde cette lampe très fort pour les autres artistes, parce qu'on est en train de, on est dans une époque où c'est très difficile ça. Ouais, monsieur. Oui, bonjour. Une question sur la place de la religion dans les films de Lars von Trier. On parlait tout à l'heure de Breaking the Waves et puis de Dancer in the Dark. Une des explications, enfin, c'est mon avis, c'est qu'il y a une forme de logique sacrificielle qui frappe, notamment dans Breaking the Waves, puisqu'il y a une forme de croyance chez le personnage principal que c'est en faisant ces actions qu'elle va faire sortir son mari du coma. Donc il y a quand même une logique sacrificielle, et ne serait-ce que le titre aussi Antichrist, qui fait forcément référence à la religion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, alors soit sur la culture religieuse de Lars von Trier, ou peut-être son propre regard par rapport à la religion. Voilà, quelques mots là-dessus, s'il vous plaît. Comme avec toute autre chose, il met en question. Voilà, il se pose beaucoup de questions autour de la religion. Et il faut savoir que Lars lui-même, il a grandi dans une maison avec un père juif et une mère protestante. Qui n'était pas protestant, qui était athée, surtout, il était très athée. Et il a découvert en 89, à la mort de sa mère, elle lui a avoué qu'en fait, son père, qui pensait être père, c'était pas son père, et que voilà, donc il n'avait pas de origine juive. Donc c'est quelqu'un déjà, voilà, du côté personnel, depuis de toute sa vie, qui a beaucoup exploré voilà, les questions religieuses. Il s'est converti ensuite en catholicisme. Après, je pense que je ne dois pas me faire dire des bêtises, mais voilà. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui se pose évidemment, on ne peut pas s'en douter, beaucoup de questions de la religion, et que voilà, le Breaking the Waves, c'est intéressant. En tout cas, par exemple, moi je porte le point de vue de voir, voilà, c'est the misogynist priesthood, ou comment on dit en français, il pose question sur le milieu religieux, et c'est ce qu'ils font. Voilà, donc c'est comme dans chacun de ces films, il met ses personnages, voilà, à regarder les choses qui l'entourent, et dans certains c'est la religion, dans certains c'est d'autres choses. Voilà, je ne peux pas dire plus que ça, autre que il est dans l'exploration de tout ça, et je pense qu'ils nous font des propositions, des réflexions autour de ça, bien intéressantes. Voilà. Et dans Breaking the Waves, ce qui est très beau, c'est qu'en fait, elle parle à Dieu, mais l'Église refuse de l'enterrer, la voue aux enfers. Et pareil, dans Breaking the Waves, elle ne fait pas l'amour avec d'autres hommes. À travers d'autres hommes, elle fait l'amour avec Yann. Voilà. Mais je trouve que, en tout cas, la façon de voir l'Église dans Breaking the Waves est terrible quand même. C'est une Église qui exclut, qui punit, qui n'a... La médecine a plus de bienveillance pour elle, la science, le personnage du docteur qui se met à l'aimer, enfin, qui est touché par ce qu'elle vit. Et l'Église, qui quand même l'a vu prier, elle va à l'Église pour parler à Dieu, et l'Église la voue à l'enfer, à la fin, quoi. Même dans tout son parcours, il n'y a jamais eu... ça, c'est très fort, c'est très, très violent, ce regard sur l'Église. Moi, quand j'ai rencontré Lars, donc en 89, pour Europa, ou 88, 89... justement, on se parlait, et je voyais que quelque chose n'allait pas. Et j'ai dit, Lars, qu'est-ce qui se passe à la fin? Et il dit, écoute, oui, ma mère vient de mourir. Et j'ai dit, je suis désolé. Et elle m'a dit que mon père n'était pas mon vrai père. Et donc je croyais que
Celui qui était mon père était juif, donc je croyais que j'étais un peu juif. Et 2 semaines plus tard, il se convertit en catholicisme. Et moi, j'étais élevé catholique, mais très très catholique. J'étais presque j'étais presque prêtre. Et j'ai dit, Lars, c'est pas une équipe de football, là. Non, mais c'était très bizarre. Et ensuite, il me demande d'être le parrain des jumeaux qu'il vient d'avoir avec son 2e femme, parce que je suis catholique. Et j'ai dit, parce que je vais plus à l'église, je suis plus du tout catholique. Non, je veux un catholique. Ok, très très bien. Mais je pense que sur cette histoire de religion, c'est que nous avons tous nos rapports avec notre Dieu. Nous avons tous, et ce rapport, elle doit exister. Mais je pense que les cloches à la fin de Breaking the Waves disent que Dieu n'existe pas. On en a besoin pour exister. Je pense que c'est ça le message. Et je pense aussi que ce désir de Dieu est le début de la création et que cette création doit être complètement ouverte, pas par des dogmes dans lesquels on essaye d'opérer. Oui, simplement une question qui vient peut-être un peu tôt dans la discussion. Est-ce que vous avez des nouvelles de Lars von Trier et de ses projets ? Oui, vous avez certainement pu lire dans la presse que malheureusement Lars a été diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Voilà, donc c'est évidemment assez terrible parce que c'est une maladie incurable. Mais bon, il était traité et donc il va mieux et ça l'a vachement aidé. Mais bon, il a évidemment été, eu une période un peu difficile. Mais alors la très bonne nouvelle au monde de la création, c'est qu'il est en train de développer un projet qui s'appelle Øen, qui veut dire l'île, qui est une leçon de cinéma de Lars, une école de cinéma de Lars. Voilà, ça consiste à des conversations avec le réalisateur danois Christopher Boe. Il planifie de faire 100 heures de conversation, voilà, sur son travail, sur ses méthodes. Et paraît-il, bon, c'est en développement, mais voilà, paraît-il, voilà, il a l'idée que les gens qui vont prendre plaisir au 100 heures ou subir le 100 heures, comme il peut plutôt le dire, ils vont être diplômés à la fin, paraît-il. Oui, bonjour, merci. Je voulais revenir sur le dogme. J'ai compris ça comme un dispositif qui permet de gommer toute artificialité, en tout cas se rapprocher le plus de ce qui se joue sur un plateau. Pourtant, dans Mélancolia, dans Repas, on voit que les plans sont quand même très composés. On utilise une lumière épaisse qui est... Enfin, je crois que j'ai loupé un truc. Enfin, pourquoi est-ce qu'il a remis ça en question? Il l'a poussé plus loin? Enfin, voilà. Non, mais je crois que le dogme, ça n'a duré que le temps des idiots. Et après, ça a essaimé. Mais qu'en fait, sur ce dogme, c'était effectivement dire... Vous pouvez vous permettre de tourner, essayer de ne plus utiliser d'artifice, mais ça a été aussi vite abandonné. Moi, je le vois plus quand même comme une chose assez danoise d'ailleurs, de canular. C'est-à-dire, on va inventer un truc et on va l'appeler, enfin, de canular, pas de fin de repas, mais quand même d'un groupe de types qui se disent... Allez, on va faire un truc et tout le monde va tomber dedans. Enfin, moi, non, franchement, après, ça a donné envie à des gens de le faire. Et puis, ça a donné des films. Les contraintes ont donné des films très intéressants, mais tout de suite après, il n'y a plus aucun. Enfin, ça a créé Festen oui, quand même. Oui, ça a créé Festen, mais après, il n'y a plus de dogme. Ouais, mais je pense qu'il faut le voir justement avec ce même sens d'humour. Il voulait un peu mélanger la merde là. Et tout d'un coup, il y a, c'était Scorsese, non, qui était le président pendant Les Idiots. Il a convaincu Scorsese quand même. C'était une manière, il me semble, de surtout montrer que regarde les choses qu'on regarde en ce moment, qui sont tellement parfaites qu'on ne nous laisse pas penser, on ne nous laisse pas vraiment rentrer. C'est fait pour nous. Je pense qu'il voulait essayer il était dans la décomposition avec Breaking the Waves,
ensuite avec Dancer in the Dark, et il est allé jusqu'au bout avec Les Idiots, à un tel point qu'il n'a pas fait un procès à Peter Hölbeck parce que Hölbeck a changé la copie ou quelque chose comme ça. Il était complètement dans une décomposition de l'image pour concentrer peut-être sur le drame qu'ils étaient en train de... Et je trouve ça juste. Et il a fait naître Thomas Winterberg avec Festen, voilà. Premier film à Cannes, qui a estomaqué le monde entier quand même. Je pense que le dogme pour l'art, c'était, ça veut dire son œuvre, c'est en évolution constante, son travail est en évolution constante, ses réflexions autour du cinéma, de comment on fait, etc., c'est en évolution, donc il ne s'arrête jamais à une chose. C'était un moment, c'était une proposition, qui le permet d'explorer d'une autre manière, de travailler, de filmer. Comme je disais tout à l'heure, c'était quelque part la suite aussi, c'est ce qu'il avait commencé sur Épidémique, et en fait, c'est quelque chose qu'il continue dans cette autre œuvre. Donc après, c'est s'arrêter. Il n'a pas continué de respecter toutes ces règles, mais il prend c'est ce qu'il est de mieux dans ça. Et donc, c'est ce qui est de mieux dans ça, c'était évidemment cette libération qu'il a eue de pouvoir travailler d'une manière assez libre avec les acteurs, sans contrainte de technique autour de lui. Et quelque part, Dancer in the Dark, il fait une autre chose. Il fait, là, il s'expérimente avec les caméras, mais il se met un dispositif, comme François vous avez expliqué, encore de pouvoir tourner très librement avec les acteurs, parce qu'il a découvert quelque chose avec cette manière de travailler, où en effet, il est beaucoup plus proche de son histoire et des acteurs, et souvent d'ailleurs, dans plusieurs de films, il tient les caméras lui-même, donc ça veut dire qu'il est vraiment à chercher ces images, et donc les manières qu'il travaille, aussi sur Breaking Waves, et sur des films ensuite, c'est souvent avec le chef opérateur, c'est vraiment beaucoup caméra à l'épaule, où il donne des indications, on connaît la consistance de scène, et après on lui demande, là on ne porte pas les caméras lui seul, du chef opérateur, de chercher. De chercher dans ce qui se passe. Donc ça veut dire aussi par rapport aux acteurs, par rapport à tout le monde, il travaille dans une sorte de configuration qui est beaucoup plus libre quelque part, et ça demande quand même beaucoup. Je félicite souvent les acteurs parce que il faut être alerte quand on travaille avec l'art. Il faut donner des soirs. Ça veut dire on ne peut pas se fier juste à quelques lignes et qu'on sait qu'on doit pouvoir donner d'une manière organisée, préparée, etc. On doit être sur le vif avec lui toujours. Et donc qui donne peut-être, j'espère, un peu une réponse à votre question. Merci. Moi, je voulais revenir sur l'inconscient dans le cinéma de Lars von Trier et le travail artistique, surtout au niveau de la peinture, dans Breaking the Wave ou Dancer in the Dark, où il y a dans le cinéma de Lars von Trier, en général, une vraie recherche sur le langage cinématographique, texture de l'image, même de la mise en scène. Et on a un travail où il va, dans Breaking the Wave, travailler les couleurs de la pellicule, ou au début de Dancer in the Dark, on entre dans la fiction avec que des taches de couleurs très abstraites. Et vous qui avez eu du coup une intimité avec cet artiste, c'était quoi son rapport avec justement les autres formes d'art, la picturalité, et justement comment il va conscientiser toutes ces fictions qu'il met en place, qui sont quand même très... qui viennent chercher un inconscient. Moi j'ai l'impression, soit même sur lui-même, Lars von Trier qui vient répondre à ses propres névroses. Du coup, je ne sais pas si c'est très clair. Excusez-moi, moi j'ai pas entendu la fin. Par rapport lui, même quand on a pu voir dans le documentaire, on a vraiment cette impression qu'il utilise l'art pour répondre à des questions humaines, mais aussi très personnelles, sur son intimité, et révéler une forme d'inconscience, même que ce soit sur des fins de films comme à la fin de Mélancolia, ou Breaking the Way, où il vient vraiment exagérer la fiction, et justement ce rapport justement avec l'art, mais c'est plus une question du coup sur vous, les rapports que vous avez avec du coup Lars von Trier, s'il s'intéressait vraiment à l'art, à la peinture, des choses comme ça. Désolé. Oui, j'ai rien compris.
C'est pas vraiment une question, mais évidemment que je pense que oui, il se nourrit de l'art préexistant, bien sûr, oui, sans doute. Souvent, tu vas voir, presque dans tous les films, comme l'image de Nicole Kidman dans Dogville, dans le camion. Il y a une image, tu vois cette image, elle, allongée dans le camion. Il y a un autre Charlotte devant l'arbre, complètement nue, non il y a des images qui te restent, peut-être un ou deux pendant chaque film. Donc il a une vraie idée, je pense qu'il a été inspiré par énormément d'artistes, mais souvent tu vois dans ces films un ou deux images qui restent, qui sont là, qui sont... comment dire, quand tu fais avec une bœuf, imprimé dans la tête pour toujours. Et c'est rare, ça, d'avoir une image qui te reste. Pour Breaking the Waves, il a travaillé avec un artiste contemporain qui a fait les peintures des tableaux, qui s'appelle Per Kirkeby. Donc, donc on trouve une unité graphique d'un peintre qui a fait toutes les peintures des tableaux. Mais ça a été une demande de Lars von Trier avec Vibeke qui était de s'adresser à ce peintre pour ses tableaux. C'est d'ailleurs très beau. Il y a une unité à travers tout ça. Et puis, à côté de ça, effectivement, je pense qu'il était très imprégné par la peinture, comme je pense aussi par la littérature, mais comme tous les artistes. Et effectivement, par exemple, le thème de Mélancolia, c'est un thème qui a été tellement visité par la peinture. Je veux dire, c'est Dürer, c'est Munch, c'est Van Gogh, c'est Modigliani, enfin toutes les périodes. Et je pense qu'à un moment, forcément, ça arrive aussi dans le cinéma. Et c'est beau aussi cette façon de prendre toutes ces œuvres d'art, toutes ces images qui ont été imaginées par des peintres, peintes par des peintres, et les amener et les transformer dans sa peinture et les faire siennes, dans ses films, dans une forme de cinéma. Mais forcément, on est nourri dans tous ces films par la peinture et par la littérature aussi, je pense beaucoup, et par les films aussi, par les autres cinéastes. C'est quand même dans le documentaire, il parle tellement de Tarkovsky, quoi. C'est impressionnant. Et Antéchrist est dédié à Andrei Tarkovsky. Oui, évidemment, Lars il parle en images et la composition des images sont nourries de beaucoup de choses. Je pense que c'est quelqu'un depuis tout jeune âge et il s'est entouré déjà dans son pays des artistes de toutes sortes. Et il le dit clairement lui-même aussi. Il a beaucoup regardé l'art autour de lui, il s'est nourri de tout ça et après il en nourrit ses œuvres avec, ses réflexions de l'art en général. C'est évident. Oui, non, c'est intéressant parce que tout à l'heure, Jean-Marc, vous disiez qu'il aimait beaucoup Fassbinder, que Fassbinder était très important pour lui. Qui est ce grand cinéaste allemand, donc qui travaillait beaucoup en famille, entre guillemets, qui s'était créé aussi une famille de cinéma et qui travaillait souvent avec les mêmes personnes, etc. Qui était bad boy, qui était vraiment bad boy. C'est vraiment cette impression-là. Hein. Et donc j'étais curieux, peut-être de savoir, qu'est-ce qu'il vous a dit peut-être sur lui, sur Fassbinder, à quel point il était. Non, c'est-à-dire qu'on a été influencé par plein de cinéastes. Je dirais plus Fassbinder que Wenders, par exemple, parce que Fassbinder va dans des mélodrames à la Douglas Sirk, mais dans des mondes complètement différents. Et je pense, après Breaking the Waves, après Europa, que Breaking the Waves, Dancer in the Dark, peut-être moi, les films qui ont suivi, The Idiots, c'était des vrais
mélodrame. Il fallait vraiment aller dans ce... Moi, j'avais du mal, par exemple, Dance in the Dark, pour moi, était une mélodrame qui fonctionnait mieux que Dance in the Dark, mais Dance in the Dark, c'était une comédie musicale, donc on est dans un autre genre. Mais la chose que fait Lars, c'est que vraiment, il a montré avec chaque film qu'il détruit tout ce qu'il a fait avant et il propose quelque chose de nouveau. Mais il a toujours les piliers nécessaires pour raconter une histoire, pour identifier avec le premier rôle, à créer de l'émotion. C'est ça. Il te permet de te demander toi-même sur des thèmes, des choses, et tu t'identifies, parce que tout d'un coup, on n'est pas avec un super-héros en train de tuer plein de gens. Là, on est avec quelque chose dans lequel nous, on pense à nous-mêmes dans la journée, qu'on ne partage quasiment pas. Et là, ça devient intéressant. Bonjour, oui. Par rapport à tout ce que vous disiez justement sur la forme, j'ai pas mal pensé du coup dans cette idée de se remettre en question, de se contredire lui-même, de changer ses propres règles à Godard. Mais ma question, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à partir d'Antichrist, et je ne sais pas si c'est le virage par rapport au numérique, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais qu'il a trouvé une forme définitive, dans le sens où il y a quand même moins d'écart entre Antichrist et The House That Jack Built ou Nymphomaniac ou Melancholia que entre Epidemic et Breaking the Waves et Antichrist, où il y a effectivement ces changements radicaux. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a, je dirais pas une formule, hein, mais une espèce de cadre dans lequel il s'épanouit complètement depuis une quinzaine d'années? Je dirais que le digital, c'est surtout le kinéscopage du digital avec les dogmes. Là, il a commencé à travailler vraiment avec le digital. Moi, je trouve qu'un vrai changement, c'est la proposition de Nymphomaniac en 2 parties, en prenant vraiment un sujet tabou et en jouant et en faisant presque un opus dei de ce sujet. Donc il a changé un peu de structure après Antichrist, qui reste un film. Qu'est-ce qui était après Antichrist? C'était Nymphomaniac, non? Non, Melancholia, qui justement est dans la même forme, je dirais, dans le même magie. Mais je pense qu'avec Nymphomaniac, il a essayé de faire quelque chose oui, comme un opus dei. Et qu'avec The House That Jack Built, qu'il est revenu à un film... Mais bon, c'est un film. Moi, quand j'ai vu The House That Jack Built, je riais et je ne comprenais pas que je riais sur un type de serial killer, quoi. C'était ça, le gimmick de ce film. Je rebondis juste, est-ce que vous n'avez pas juste la sensation, indépendamment des structures des films ou de l'écriture, parce que là évidemment chaque film est vraiment indépendant, mais moi c'est vraiment au niveau formel que je pointais ma question, vraiment au niveau de la propreté de l'image. La propreté de l'image, oui. Bah, je pense qu'il a comme après Europa, dans la caméra à l'épaule avec Breaking the Waves, la même chose où lui-même tenait la caméra dans Dancer in the Dark, où tout d'un coup c'était avec la caméra vidéo qui était kinéscopée après. Là, il a complètement détruit l'image. Et qu'après, Les Idiots, c'était... Dogville. Et donc Dogville, là, là on est au théâtre. Donc le forme, il est déjà changé encore une fois. Et donc il voulait faire 3 films sur cette histoire des États-Unis, Manderley, et on n'a pas fait le 3e. Et donc après, c'était Antichrist. Hein. Et je trouve justement qu'Antichrist, c'est une bascule complète. Oui, je dirais oui, qu'il y a quelque chose dans l'image où tout d'un coup tu sens des choses qui bougent, où rien n'est... rien. Il y a des choses qui se passent dans l'image, tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de regarder. Oui, ben ça c'est un effet aussi pour changer de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que les effets, que ce soit dans Antichrist ou dans Melancholia, ou peut-être un peu moins dans Nymphomaniac, mais évidemment à la fin de The House That Jack Built, il n'y a plus du tout
après ça c'est, je le trouve en tout cas, il y a plutôt ce kitsch qu'on peut avoir dans les films précédents. Je hiérarchise pas du tout, hein, moi j'aime tout chez lui, mais que la symbolique elle est beaucoup plus léchée et voilà. Enfin, ouais, non, ça c'est une hypothèse complètement valable. Hein. Et en même, pardon. Non, en même temps, ce qui est intéressant aussi chez lui, c'est qu'on pourrait presque chapitrer un peu sa filmographie. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films jumeaux, de triptyques aussi chez lui. Et j'ai l'impression aussi que lui, même dans son processus créatif, il englobait en fait plusieurs films ensemble, ou alors il essayait de travailler une même thématique à travers 2 ou 3 films, et ensuite il changeait de forme aussi. Il changeait, il évoluait en fait. Ça, je ne sais pas ce que vous pouvez en dire peut-être là-dessus. Oui, il a nommé un peu les triptyques, la première partie de Europa Trilogy, et après la trilogie The Golden Heart, le cœur d'or, et après The America Trilogy, et après, comment est-ce qu'elle a nommé le dernier Ma mémoire me fait défaut. Je suis désolée pour la dernière partie. Donc, je pense que c'est juste plus une question de... voilà, comment c'est, Lars, il se répète jamais, il se renouvelle toujours. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il va toujours de l'avant. Et donc, cette question de faire de trilogie, tout ça, c'est plus une question de qu'il développe l'exploration dans certains sujets de manière très différente par rapport aux différents films. Et donc il fait des propositions, ou peut-être il a dit que cette format-là, où il a besoin de plusieurs films pour explorer certains thèmes qui sont propres à ses intérêts de sujet de ces films. Il y a le 3e Kingdom aussi. Hein. Oui, après il a The Kingdom, la série, qui voilà. D'ailleurs, on parlait de ça tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le savez, mais Lars, il avait fait une série télé qu'il a démarré en 84, qui s'appelle L'Hôpital et ses fantômes. Et il avait les 2 premiers volets qui étaient faits dans les années 80. Et là, il vient 90, le premier, c'était en 84, et ensuite en 86. Je ne sais pas, dans les années 80 en tout cas. Et là, en fait, à l'époque, pour diverses raisons, il n'a pas fini la trilogie. Et là, maintenant, 20 ans après, c'est la dernière chose qu'il a fait. Il a fait la dernière volet de la trilogie. C'est ce qui est assez impressionnant pour une série télé, parce que une grande partie des acteurs sont morts depuis. Mais comme le grand artiste il a inventé... pardon ? Ernst Hugo Jädegård, entre autres, malheureusement, oui, mais comme je disais, le grand artiste il a su transposer cette histoire 20 ans après, et c'est encore a ride on a roller coaster, comme on dit. Donc je peux fortement le recommander si vous ne l'avez pas découvert. On en parlait tout à l'heure, je pense que c'est sur quelques plateformes. Voilà. Canal+, il va... Oui, bonjour. Je profite de la présence de François Gédivier pour lui poser une question sur le montage. Lars von Trier, c'est un artiste complet. Est-ce qu'il vous laisse du coup de la liberté? Est-ce qu'il est très directif? Est-ce qu'il veut que vous participiez au tournage lui-même? Est-ce qu'il vous suggère de lui faire des propositions? Comment vous travaillez avec lui? Ça s'est passé sur Dancer in the Dark. Ça s'est passé, en fait, quand je suis arrivé, il y a eu une réunion avec Björk et le chorégraphe américain, et Peter Yacht, qui s'était occupé de tout le projet des 100 caméras. Et on a regardé comme ça, comme si on regardait un match de foot, un peu l'écran de contrôle des caméras, ce qu'ils faisaient pendant le tournage pour voir si les caméras étaient bien branchées. Et le chorégraphe a expliqué quel était le sens de sa chorégraphie, Björk a expliqué le sens des chansons, et Lars n'a rien dit. Et après, j'ai commencé à travailler, et j'ai compris que j'allais commencer à travailler en parallèle avec Peter Yacht, qui était qui est une espèce de nerd incroyable, enfin
qui a fait tous les trucs Dogville, ces plans recomposés avec 100 caméras au plafond, enfin qui est vraiment un inventeur, et un étudiant en cinéma, et qu'on allait travailler en parallèle sur la séquence du train. Et donc je me suis dit, bah, bon, enfin, ça m'a un peu étonné, mais je me suis dit, bah, après tout j'ai un contrat, on va voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'avais déjà entendu que Orson Welles faisait ça aussi, il mettait comme ça des gens en concurrence. Mais bon, on a travaillé comme ça pendant 3 semaines, séparément. Bon, au bout de 2 semaines, on s'est quand même montré chacun ce qu'on avait fait. Et ensuite, on a regardé, et bon, Lars, évidemment, l'étudiant avait fait un truc un peu, qui était un peu du vidéoclip, enfin très bien, mais un peu du vidéoclip. Peter avait fait pas mal de choses aussi, assez vidéoclip, mais pas mal de trucs dont j'ai gardé des idées. Et moi, je m'étais plus attaché à la narration, en fait. J'étais plus sur l'histoire. Hein. Donc, voilà, enfin bon. Et donc, on a continué à travailler comme ça. Mais en fait, il était beaucoup plus occupé pendant quasiment 4 mois par le reste du film qu'on appelait la comédie, qui n'était pas une comédie du tout, mais enfin on disait le côté comédie, quoi. Et en fait, on a vraiment travaillé ensemble, donc moi je suis arrivé en août, on a vraiment commencé à travailler ensemble en janvier, pendant un temps assez court finalement, et le soir, alors moi j'ai l'habitude en France de faire des horaires, souvent de travailler 12-14 heures par jour. Et là, il me demande vraiment avec beaucoup de précaution, est-ce que je voudrais bien travailler le soir? Et il faisait venir une cuisinière au studio pour me faire manger. Enfin, et en fait, là, on était comme n'importe quel... il avait déjà vu les propositions que j'avais faites, mais là, on était comme sur n'importe quel film à corriger ensemble les choses. Mais donc, il est très ouvert aux idées. Il est absolument ouvert aux idées. Il n'est pas du tout... il est très décidé, mais absolument pas directif. Donc c'est très très agréable. En fait. Et en plus, il avait une réputation. Enfin, plus tôt dans le film, il était dans le processus de montage, il était beaucoup plus angoissé. Là, on était déjà à la fin, et donc les choses étaient beaucoup plus posées. Et il a une réputation au Danemark. Enfin, il a une réputation d'être un type pervers. Mais bon, les Danois sont très droit. Non, mais c'est vrai, il a un peu la réputation d'être un type un peu sombre. En fait, c'est un homme charmant et plein d'humour et très angoissé. Voilà. Moi, j'ai une belle histoire. Lars m'appelle, je suis en Californie, il dit « Je veux que tu viennes pour faire un petit rôle dans un film. » Je dis « Super, envoie-moi le scénario. » Et là, il dit « Je ne peux pas, il est en danois. » Et là, je dis « Je dois le faire en danois. » Et il a dit « Oui, mais tu es quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. » Ah bon? Donc j'ai dit « Donc, envoie... Non, tu n'envoies pas le scénario alors. » Ok. J'ai du texte, oui, mais tu vas l'apprendre le matin. Ah, ok. Donc j'étais dans un film, ça s'appelle Le Directeur, où je suis sur le plateau, je suis dans des scènes, je ne sais pas de quoi parle l'histoire, je ne sais pas qui je suis, et il y avait du texte 2 ou 3 fois, je devais apprendre phonétiquement le danois, les gens me parlaient, je ne savais pas ce qu'ils me disaient, et moi je leur parlais, je ne savais pas ce que je leur disais. Et j'ai dit, ça c'est incroyable pour un film. Et pour moi, ça, c'est l'invention de Von Trier. C'est-à-dire que là, tout est possible et ça doit être fun. Même si on aborde des choses sérieuses comme Dieu, comme sexe, comme amour, tout ça, il y a de l'humour. Parce que c'est très noir. Et je pense que comme quand on voit cette maison de cadavres dans The House that Jack Built, moi, je pense à l'Empire. Je pense à l'Europe. Je pense à qui on est. Mais je ris, et donc tout d'un coup c'est avalable, ça devient intéressant, je peux le penser, ça ne devient pas quelque chose comme un bloc dont on ne pense plus. Donc c'est surtout ça, les gens ils doivent voir que Lars il est quelqu'un de très humain, drôle, que son cinéma est peut-être,
sérieux des fois, mais derrière, c'est vraiment drôle. Voilà.